Bonjour à tous. Je vous propose, en fait, Monsieur Attali, un impératif, et donc il faudrait qu'on essaie de maintenir le timing. Donc je vous propose de vous installer. On va débuter cette session qui est consacrée à la présentation de l'indice de positivité appliqué aux marchés émergents, aux pays émergents ou aux économies émergentes. Merci beaucoup à l'Institut de l'économie positive d'avoir accepté et surtout de choisir l'InfraWeek pour faire cette présentation. Juste un mot par rapport aux pays émergents et à l'InfraWeek. L'InfraWeek, c'est la conférence ou c'est le grand rendez-vous des professionnels des infrastructures de la place financière de Paris. On réunit l'écosystème, je crois que c'est l'un des seuls en Europe. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins spécialisés par secteur, spécialisés par type de métier, les investisseurs. C'est le seul endroit où tout l'écosystème se réunit, les industriels, ceux qui font les infrastructures, les financiers, les banques, les fonds d'investissement qui se développent beaucoup sur la place de Paris, et également les cabinets conseils, en fait tous ceux qui accompagnent, qui structurent les projets juridiquement et financièrement. Cet InfraWeek, en fait, ce moment où on réunit l'ensemble des acteurs des infrastructures de la place, c'est aussi le moment de réfléchir, de porter des réflexions sur le long terme, sur comment faire avancer les infrastructures, leur permettre de se financer, et en particulier en partenariat avec les pays émergents. Et c'est dans ce contexte, en fait, qu'on travaille avec le groupe de travail infrastructure du G20, avec qui on échange assez régulièrement. Et comme le rappelait tout à l'heure dans son intervention, son allocution d'ouverture, Emmanuel Moulin, la place de Paris, les acteurs de la place de Paris travaillent, en tout cas essayent de pousser, soutenir ce qu'on appelle la qualité des infrastructures. La qualité des infrastructures, c'est un set de principes qui font que des infrastructures vont être de qualité. Et il se trouve que ces caractéristiques convergent beaucoup avec ceux retenus dans l'indice de positivité. Et donc cette session, si vous en êtes d'accord, on va essayer d'avoir une session qui soit totalement informelle, un échange, écouter M. Attali sur son analyse de ce que c'est l'économie positive, comment est-ce qu'on structure l'indice, et à quoi il va servir, et comment est-ce qu'on va enrichir la réflexion. Alors, permettez-moi de vous présenter nos panélistes, et que je remercie encore une fois d'avoir accepté l'InfraWeek. Donc Jacques Attali, qu'on ne présente plus, qui est président du conseil de surveillance de l'Institut de l'économie positive, auteur, ancien conseiller économique de François Mitterrand. Et la liste est longue, mais je ne la cite pas. Clarisse Massé, qui est responsable de la mesure de l'Institut de l'économie positive, ancienne consultante en investissement responsable auprès des acteurs de la place, et elle a participé à l'élaboration du cahier des charges sur l'investissement à impact avec des acteurs de la place de Paris, et David Sayed, qui est avocat partenaire chez Denton, et qui participe en fait de manière plus générale, plus transversale. Pour moi, David, en fait, ta caractéristique principale, c'est que tu participes à toutes les réflexions de la place de Paris en ce qui concerne l'investissement, en ce qui concerne la dette souveraine, sa soutenabilité, etc. On te posera des questions à ce niveau-là. Alors, pour qu'on soit tous au même niveau de compréhension et d'appréciation du sujet, je vais demander à M. Attali de nous expliquer ce que c'est que l'économie positive, son approche, et puis, si possible, sous l'angle des infrastructures. Je suis heureux d'être là. Je dois d'abord dire que je ne suis que président du conseil de surveillance de l'Institut de l'économie positive, donc je ne suis pas un acteur opérationnel de cette entité qui est dirigée par Audrey Tcherkov, et donc Clarisse dirige les activités de mesure. Et donc, pour ma part, je dois me tenir aussi éloigné que possible de l'action concrète de cette entité. L'économie positive, c'est tout simplement l'économie qui travaille dans l'intérêt des générations futures. Et pour travailler dans l'intérêt des générations futures, naturellement, les infrastructures sont concernées au premier plan. La crise actuelle, ou les crises actuelles, nous ont montré l'importance de prévoir, d'anticiper, de créer les conditions de comprendre à l'avance les crises qui allaient venir, tant les crises climatiques que les crises épidémiologiques, que les crises financières, toutes prévisions qui ont beaucoup manqué. Et aujourd'hui, on commence à avoir une vision plus claire de ce sur quoi il faut créer les conditions d'une prévision. Il faut créer les conditions d'une prévision pour que
les économies, les entreprises, les villes, les nations, les infrastructures soient positives, c'est-à-dire durables, à plusieurs sens. Premièrement, elles doivent être durables au sens économique, c'est-à-dire qu'elles doivent être soutenables financièrement, elles doivent être rentables. Deuxièmement, elles doivent être soutenables écologiquement, c'est-à-dire qu'elles doivent créer moins de gaz à effet de serre qu'elles n'en détruisent, qu'elles doivent ne pas créer davantage de pollution, de déchets que nécessaire. Elles doivent être aussi soutenables d'un point de vue social, c'est-à-dire créer les conditions de ce que la société dans laquelle s'inscrit la collectivité, le territoire, l'entreprise ou l'infrastructure soit elle-même une activité qui soit socialement juste, que ceux qui y travaillent aient une juste rémunération, que la rémunération du capital ne soit pas une extorsion sur la rémunération du travail, que l'environnement ne soit pas, l'environnement social ne soit pas détruit, que ceux qui sont autour de l'impact qui est produit par la collectivité ou l'investissement en question soient protégés. Il faut aussi qu'elle soit durable au sens de la gouvernance, c'est-à-dire qu'elle soit d'une gouvernance qui en assure la pérennité, une gouvernance qui soit transparente, qui soit démocratique, qui soit un équilibre des genres, et qui soit aussi une gouvernance qui permette à toutes les minorités de toute nature d'y trouver leur place. Ça, c'est les critères, les paramètres qui font la durée de la durabilité. Ce sont les paramètres que tout le monde cherche à mesurer dans ce qu'on appelle l'ESG ou différentes dimensions. Et il y a pour cela énormément de tentatives aujourd'hui de mettre sur la place des indices de ce genre. Il y en a qui ont été faits par les Nations Unies, par l'OCDE, par des cabinets de conseil de toutes sortes, mais qui, à notre sens, ne sont pas assez complets, pour mille et une raisons que Clarisse pourra expliquer si nécessaire. Et l'indice, c'est pourquoi l'Institut de l'économie positive a trouvé nécessaire de développer un indice aussi complet que possible pour mesurer cela. Un indice qui a été spécialisé pour les pays. Il y a un indice des pays, il y a un indice des villes, il y a un indice des entreprises, il y a un indice des compagnies d'assurance, et il y a d'autres indices qui se déclinent, comme ceux qui vous concernent particulièrement, les infrastructures. Puis, il y a d'autres remarques qu'il convient de faire. D'abord, ces indices vont jouer un rôle d'une grande importance dans l'avenir parce qu'ils vont être absolument déterminants pour l'investissement. On n'investira plus que là où les indices vous diront qu'il faut investir. Deuxièmement, parce que avec ce diktat qui va s'imposer tout naturellement et qui sera nécessaire, on va voir apparaître des connotations idéologiques très importantes qui vont venir derrière ces indices. On va voir, comme on l'a vu pour la comptabilité financière, et ça David pourra mieux en parler que moi, où on a vu les Américains imposer des normes au monde qu'ils se sont empressés de ne pas respecter eux-mêmes pour que la comptabilité financière soit la plus protectrice pour les intérêts américains, puisqu'ils imposent une comptabilité dont ils se dégagent dès le premier jour. Et puis, par ailleurs, deux autres remarques. La première, c'est que il ne suffit pas d'être positif dans les quatre sens que je viens de dire. Il y en a un autre qui est très important. C'est que vous pouvez parfaitement être positif dans ces quatre sens-là, mais en même temps produire des choses qui sont nuisibles. Produire des produits qui sont des produits des poisons. Vous pouvez avoir un indice très positif et produire une alimentation qui soit un désastre. Produire des gaz à effet de serre qui sont catastrophiques. C'est pourquoi il faut regarder aussi, ce que ne regarde pas encore l'ensemble de ces paramètres, la nature de ce qui est produit. Pourquoi j'ai avancé, et l'Institut a repris, le concept d'économie de la vie, c'est-à-dire de l'économie qui se concentre sur les secteurs positifs, qui sont la santé, l'éducation, les infrastructures positives, l'eau, l'énergie renouvelable, et un certain nombre de secteurs, au détriment de secteurs que j'appelle l'économie de la mort, qui sont les énergies fossiles, le plastique, la chimie,
une grande partie de l'industrie du tourisme, une grande partie de l'industrie du luxe, c'est toute une série de secteurs qui a de l'automobile, de l'aviation, tous les secteurs de la mobilité, qui aussi longtemps qu'elles se nourrissent de l'énergie fossile doivent être considérées comme non durables, auxquelles il faut ajouter une grande partie de l'alimentation lorsqu'elles développent et utilisent ou produisent avec des sucres artificiels. Tout ça fait partie d'un ensemble qu'il va falloir prendre en compte dans son ensemble. Et puis enfin, il y a un dernier facteur qui est très important, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe qui s'installe. Si vous avez une entreprise ou un pays qui a un indice positif excellent, ce pays va attirer les investissements. Alors que si vous avez un pays qui a un indice de positivité qui est mauvais, il ne va pas attirer les investissements. Et donc il y a un grand risque que nous sommes en train de voir comment on peut le corriger, qui est de faire que, comme toujours, l'argent aille à l'argent. Que ce soit ceux qui sont déjà les meilleurs qui reçoivent les meilleurs financements et qu'on ne tienne pas compte de ce qui en fait est véritablement important, c'est-à-dire qui est en situation de faire une démarche positive pour améliorer son indice, pour améliorer sa situation. Sinon, toute cette logique, c'est pourquoi je faut prendre un peu d'avance par rapport à ce qui est en train de se passer, ces indices sont très importants, mais ils ne doivent pas avoir comme conséquence d'imposer un modèle de pays en développement et de concentrer l'ensemble des investissements sur les pays qui en auront le moins besoin, parce qu'ils seront les meilleurs élèves de la classe. Comme si on ne donnait de cours complémentaires ou de leçons particulières qu'aux meilleurs élèves de la classe. Comme si on attribuait de bourses qu'aux meilleurs élèves. C'est absurde. Ce n'est pas eux qu'il faut encourager. Donc voilà les biais dont il faut avoir conscience et qu'il va falloir dès maintenant créer les conditions d'amélioration. L'indice de l'économie positive existe maintenant depuis 7 ou 8 ans, je crois, pour les pays, à peu près autant pour les entreprises. Nous mesurons, et ils mesurent, puisque je m'en dégage opérationnellement, l'ensemble de ces activités. C'est très important que vous compreniez ça, parce que ça va être la clé du développement d'avenir. Si ça ne l'est pas, alors nous continuerons comme maintenant à vivre au jour le jour, à faire des investissements d'infrastructures qui sont des prétextes à corruption et à enrichissement personnel des dirigeants, comme on le voit aujourd'hui avec les Pandora Papers, c'est comme on l'a vu dans 1001 sources et qu'on en verra dans bien d'autres dans l'avenir. Mais si on veut vraiment servir l'avenir des générations futures, il faut prendre ce sujet très au sérieux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Attali. Merci beaucoup, Monsieur Attali. Effectivement, en fait, l'enjeu de la quantification et du chiffrage de ces enjeux de positivité, de l'impact des critères ESG, de l'ESG sur l'économie, est un enjeu qui est très important. C'est la raison pour laquelle, en fait, nous sommes tout oui, chère Clarisse, pour voir comment est-ce que cet indice est construit, qu'est-ce qu'il quantifie, et puis surtout, cette approche qui est supplémentaire qu'on présente en particulier aujourd'hui, c'est qu'il est appliqué aux pays émergents. Ça, Clarisse. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais commencer par quelques mots d'introduction sur les indices de positivité, puisque je ne suis pas sûre que ce soit des outils qui soient bien connus par tout le monde. Alors, Jacques Attali l'a expliqué, le mouvement pour l'économie positive, c'est un mouvement qui a été lancé en 2012 pour sensibiliser à la fois les dirigeants politiques et économiques, mais aussi le grand public, à la nécessité de davantage prendre en compte le long terme et l'intérêt des générations futures. Et donc, à la base, ce concept qui repose sur une triple durabilité, sociale, écologique et démocratique, était vraiment un concept pionnier, bien avant qu'on commence à parler de l'ESG, qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Donc, M. Attali a lancé ce mouvement en créant un forum dans la ville du Havre, qui s'appelle le LH Forum. À l'époque, François Hollande était présent, il était président de la République. Il a été intéressé par ce concept d'économie positive et donc il a souhaité réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait créer des indices qui permettraient d'évaluer la positivité de l'ensemble des acteurs de la société, acteurs
publics comme acteurs privés. Et donc, à la demande de François Hollande, une commission d'experts s'est créée autour de Jacques Attali en 2012, a travaillé pendant 1 an à l'élaboration d'un rapport. Et en 2013, ce rapport a vu le jour. Il a été remis au président, et un rapport qui s'intitule « Pour une économie positive ». Et une des recommandations phares de ce rapport, c'était de créer des indices de positivité, en se disant qu'il fallait absolument trouver des outils de mesure alternatives de la performance. C'est dans ce contexte qu'ont été créés les indices de positivité, donc indices que nous avons co-construits en impliquant des économistes, des scientifiques, des fonctionnaires territoriaux et des dirigeants d'entreprise. Et donc aujourd'hui à l'Institut, comme l'a dit M. Attali, nous avons développé 3 types d'indices de positivité. Un indice de positivité pour les pays, un indice de positivité pour les entreprises et un indice de positivité pour les territoires. Ce qui est intéressant aussi à l'Institut, c'est qu'on a développé, pour vraiment donner de l'ampleur à ce mouvement d'économie positive et pour mieux structurer la mesure de l'impact, puisque c'est de ça qu'il s'agit, nous avons développé un pôle qui travaille sur de la R&D et notamment sur la publication d'études et de rapports. Et donc depuis la création de l'indice de positivité des pays, qui a vu le jour en 2013, nous publions chaque année un classement des pays de l'OCDE selon leur niveau de positivité, qui donne vraiment les tendances de fond en la matière. Et nous faisons de même pour les entreprises, puisque chaque année, nous publions un baromètre de la positivité des entreprises du CAC 40, qui, de la même façon, donne les tendances de fond. Alors, plus spécifiquement, pour vous parler de l'indice de positivité des pays, puisque c'est ça qui nous intéresse dans notre discussion d'aujourd'hui, on est parti d'un constat qui est le suivant, celui que seuls les indicateurs économiques n'étaient pas suffisants à rendre compte de l'ensemble des dynamiques à l'œuvre dans une société et que pour mettre la finance au service de l'émergence d'une économie plus positive, eh bien, nous avions besoin d'autres types de données, d'autres types d'indicateurs qui soient plus révélateurs de la transformation de nos sociétés. L'idée, c'était vraiment de dire qu'il fallait développer un instrument, un outil qui permettrait d'appréhender, par exemple, au sein d'une note globale, des sujets comme la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, ou alors des sujets comme la part du PIB qui est consacrée aux investissements dans les secteurs de l'économie de la vie. Donc, M. Attali l'a dit aussi, les secteurs relatifs à la santé, à l'éducation, aux infrastructures positives, à l'eau, à la gestion des déchets, etc. Donc vous me direz concrètement, qu'est-ce qu'un pays positif ? Eh bien, au sens de l'économie positive, un pays positif se distingue par sa capacité à prendre en compte le long terme et l'intérêt des générations futures à tous les niveaux de l'action publique. C'est-à-dire que sa gouvernance, son système éducatif, son dispositif économique et ses institutions sont basés sur ces principes. Donc l'indice de positivité tel qu'il a été construit en 2013, quand il a vu le jour, est composé de 4 dimensions qui sont essentielles à la mesure de la positivité. Donc en premier lieu, quand on évalue la positivité d'un pays, on regarde la capacité à répondre à la fois aux défis environnementaux et aux défis sociaux. Donc sur le plan social, bien sûr, on évalue des sujets relatifs à la santé, à l'éducation, à la lutte contre la faim et contre la pauvreté. On va aussi analyser les enjeux relatifs au cadre de vie, donc ce qui fait référence à la sécurité, au sentiment de liberté, accès à l'Internet également. Et puis on va évaluer, toujours sur le plan social, les sujets relatifs à l'inclusion. Donc on retrouve ici les inégalités de revenus, l'égalité femmes-hommes, le taux de discrimination dans un pays, etc. Sur le plan social, pour vous donner aussi quelques exemples d'enjeux qu'on évalue, on évalue bien sûr les enjeux relatifs à la transition écologique, à la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité. Et puis, donc ça, ce sont les 2 premières dimensions qu'on regarde. La 3e dimension qu'on regarde pour évaluer la positivité d'un pays fait référence à l'économie et à un dispositif économique dit positif, réfère à une économie qui est à la fois autonome et attractive.
Donc on regarde le taux de croissance du PIB, le poids de la dette également. On va regarder également justement les investissements qui sont réalisés dans les secteurs de l'économie de la vie. Et puis enfin, la quatrième dimension qu'on regarde pour évaluer la positivité d'un pays, c'est une dimension qui a trait à la gouvernance. Et une gouvernance positive se singularise non seulement par un régime politique démocratique, donc là encore on en a parlé, mais on entend par là des processus électoraux et un pluralisme, une participation électorale. On va aussi regarder les enjeux relatifs à la liberté de la presse, la solidarité, la confiance et la tolérance entre citoyens. Donc l'indice, vous l'avez compris, il est composé de ces 4 dimensions. Et dans chacune de ces 4 dimensions se décompose en plusieurs sous-dimensions qui elles-mêmes sont mesurées par 2 à 5 indicateurs. Cette architecture de l'indice, nous l'avons voulu à la fois concise et exhaustive, de façon à pouvoir capter tous les enjeux relatifs à l'économie positive. Alors, pour rentrer vraiment dans le détail technique, parmi les indicateurs, on a des indicateurs qui sont des mesures objectives, issues de la statistique publique, donc le plus souvent fournies par des institutions internationales de premier plan, par exemple la Banque mondiale ou l'OCDE. Et on a d'autres types d'indicateurs qui sont des mesures subjectives. Et donc là, en fait, on va directement aller chercher des questions qui sont posées auprès des échantillons représentatifs de la population et qui, la plupart du temps, nous proviennent d'organisations non gouvernementales réputées comme Transparency International ou Reporters sans frontières. D'un point de vue méthodologique, c'est important qu'il y ait un juste équilibre entre ces 2 types d'indicateurs, puisque évidemment, il ne peut pas y avoir de progrès sur le long terme s'il y a un décalage trop important entre le réalisé, qui est perçu par les indicateurs quantitatifs, et le ressenti, qui est, lui, perçu par les indicateurs qualitatifs. Donc, lorsque nous avons conçu cet indice en 2013, nous avons regardé quelles données étaient disponibles dans le domaine public, en particulier les bases de données publiques et reconnues que je vous ai citées, OCDE, Banque mondiale. Et cet enjeu qui a été celui de la disponibilité de la donnée a vraiment été déterminant dans le choix des indicateurs. Et donc c'est pour cette raison-là que l'indice, tel que vous le voyez à l'écran, est davantage un indice qui s'applique pour les pays de l'OCDE en raison des bases de données utilisées et en raison des indicateurs retenus. Donc cet indice qui doit permettre d'appréhender et d'évaluer la positivité d'un pays sur tous ses enjeux environnementaux, sociaux, gouvernance, économique, il nous est apparu important qu'il puisse aussi être mis au service des pays émergents pour pouvoir mesurer leur transition vers une économie positive. Donc, il nous a fallu adapter l'indice de positivité dans sa conception originale pour 2 principales raisons pour les pays émergents. La première, c'est évidemment pour des raisons d'accessibilité des données, puisque les principales bases de données que nous utilisions étaient celles de l'OCDE et de la Banque mondiale, et que pour les pays émergents, ces données n'étaient pas disponibles. Et puis la deuxième raison pour laquelle il nous a fallu adapter l'indice, c'était pour des questions de pertinence, puisque certains indicateurs de l'indice tel qu'il a été conçu originellement, certains indicateurs n'étaient pas pertinents pour les pays émergents, et à l'inverse, certains sujets qui étaient spécifiques aux pays émergents n'étaient pas pris en compte dans l'indice de positivité des nations, alors qu'il était indispensable de s'y intéresser. Pour vous donner quelques exemples très concrets, sur la dimension environnementale, on a dans l'indice pour les pays de l'OCDE un indicateur qui s'intéresse aux zones exposées à des risques de stress hydrique pour évaluer les enjeux relatifs à l'eau. Et pour les pays émergents, on a trouvé beaucoup plus pertinent de remplacer cet indicateur par un indicateur qui évalue la part de la population déjà qui a accès à l'eau. Et puis, sur le plan social, on a effectué aussi d'autres adaptations méthodologiques. Pour les pays de l'OCDE, on avait un indicateur qui s'intéressait à l'attractivité du pays pour les étudiants étrangers. Évidemment, l'indicateur qui n'est pas pertinent pour les pays émergents. Et sur le plan social, on a intégré d'autres indicateurs, par exemple le
taux de scolarisation des jeunes filles, la digitalisation et l'accès à l'éducation. Donc voilà, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais c'est pour vous en citer quelques-uns et pour vous montrer ce travail méthodologique qui a été effectué pour adapter l'indice aux spécificités et aux besoins des pays émergents. Et je finirai simplement par une phrase pour vous dire que l'objectif final vraiment de cet indice qui a été adapté, c'est qu'il puisse être utilisé par tous les acteurs de la finance comme un outil vraiment à la fois neutre, objectif et complet, de façon à pouvoir orienter les décisions d'investissement vers des pays vertueux. Merci. Merci pour cette présentation. Je vais juste revenir à la slide où on présente les différentes dimensions de l'indice. Merci beaucoup Clarisse en fait, pour la présentation de cet indice qui est très riche. Et qui est très riche et qui m'interpelle sur en fait, deux questions. C'est-à-dire en fait les différents environnements, on les a plus à l'écran, j'espère que je vais pouvoir y arriver. Il y a en fait, l'environnement financement. Et si vous en êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on explore cet environnement. Aujourd'hui, au sortir de la crise du Covid, il y a un endettement des États qui est massif, qui est important. David, toi qui accompagnes ces pays, en fait beaucoup de pays émergents qui regardent ce sujet-là de près, comment aujourd'hui s'analyse la dette des États dans ces pays émergents, émergents/frontières, hein, l'émergence englobe également les pays frontières. Et puis surtout, est-ce que cette dette est soutenable? Merci, Karim. Je pense que la question est très complexe parce que la question de est-ce qu'il y a trop de dettes ou pas assez de dettes, c'est par rapport à quels sont les besoins et quels sont les objectifs. Et je pense que dans le panier des pays émergents, frontier markets, etc., il y a multiples situations très, très spécifiques, en fait. Donc, généraliser, je pense qu'en ce moment, la généralisation n'est pas simple à faire, parce que je pense qu'il y a vraiment Mais je veux juste revenir, pour profiter de la présence de Jacques, parce qu'il devra partir, sur la question, et c'est lié à ta question. C'est comment faire en sorte que les pays qui ont le plus besoin de financement pour faire les progrès nécessaires, et non pas les meilleurs de classe, qui sont déjà les meilleurs de classe, qui sont ceux que toutes les institutions de notation et toutes les research papers dirigent déjà l'attention sur ces pays-là, je dirais tous les autres. Comment faire en sorte de stimuler un investissement et un financement durable, positif, pour ces pays-là. Et le paradoxe étant que ces pays-là ne sont peut-être pas les plus positifs, mais ont le plus besoin. Absolument. Donc ce paradoxe-là, comment le résoudre? Je vais juste poser cette question à Jacques. D'ailleurs, en fait, j'évoquais tout à l'heure la question du G20, tous les enjeux de la qualité des infrastructures, et justement cette question-là, j'allais y venir. C'est pour ça que j'y viens, et je profite de Jacques pour poser la question, et après je reviendrai à ta question. Bon, tu as raison de dire que la situation d'endettement est très différente d'un pays à l'autre, ça dépend de sa structure, de ses ressources naturelles, de son environnement, des taux d'intérêt qui lui sont applicables, des conditions dans lesquelles il se trouve à l'égard du Club de Londres, du Club de Paris, etc. etc. Ce qu'il faut, c'est qu'en général, on ne tient pas du tout compte de l'amélioration. Je disais en aparté à Clarisse qu'il faut intégrer dans la valeur de l'indice la dérivée de l'indice. C'est-à-dire que plus la dérivée est élevée, plus l'indice devrait être bon. Or, en général, on ne tient pas compte du tout de l'amélioration. Ce sont des photographies qui ne tiennent pas compte de l'amélioration. Or, ça va être pour les pays émergents une bataille centrale. Et dans un autre contexte que l'Institut, je m'y emploie, et vous le verrez sans doute bientôt, à faire en sorte qu'on tienne compte des conditions d'amélioration de la situation comme paramètre d'encouragement à l'investissement. C'est ça. Alors ça, c'est une bataille idéologique très importante, mais qui pour l'instant n'est pas prise en compte. Elle n'est pas prise en compte non plus dans la comptabilité financière, puisque, mis à part des négociations spécifiques,
on ne tient pas compte des conditions d'amélioration de l'endettement pour essayer d'améliorer les conditions de financement. On tient compte simplement de l'endettement comme il est. C'est ça. Alors qu'il faudrait tenir compte de la bonne volonté, des efforts faits, des conditions dans lesquelles ça se transforme. Ça, c'est une bataille qu'il va falloir mener assez vite, mais qui pour l'instant n'est pas. Et j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, et c'est vraiment maintenant, c'est dans les 3-4 ans, même les 2 ans qui viennent que ça se joue, parce que dans les 2 ans qui viennent, il va y avoir, il y a d'ailleurs une bataille, enfin une course de vitesse qui est en marche entre les États-Unis et l'Europe, où chacun essaye d'imposer sa réglementation. La réglementation américaine est sortie ou va sortir. La réglementation européenne est sortie ou va sortir. Les deux sont connus des initiés, mais ne sont pas encore connus publiquement. Qui des deux va l'emporter? Est-ce qu'il y en aura une troisième qui viendra pour les pays émergents? Est-ce que la Banque mondiale va essayer d'imposer quelque chose? Cette lutte existe. Nous avons avec Clarisse, il y a quelque temps, je crois que nous avions compté 17 mesures différentes, c'est ça, qui existent. Et donc il y a une sorte de situation floue aujourd'hui qui va se cristalliser. Et si elle se cristallise comme elle s'est cristallisée dans le domaine financier, elle se cristallisera autour de la comptabilité américaine. Pour tout le monde, sauf les États-Unis. Voilà. Donc les États-Unis auront encore le droit d'être pollueurs, de ne respecter aucune règle d'aucune sorte. Mais le système financier américain, le système financier occidental, imposera ces règles. Ce qui d'ailleurs, d'un point de vue géostratégique, poussera les pays émergents dans les bras des autres qui n'auront pas la même exigence ou la même pudeur à l'égard de ces critères. Ça, c'est vrai. Effectivement, merci beaucoup. Et comment, en fait, si je peux me permettre, en particulier, effectivement, l'enjeu est de driver les flux, les financements vers ces pays-là, vers ces infrastructures. Et comment, justement, est-ce que l'Europe, quelle carte l'Europe a joué pour, justement, en fait, mobiliser et rentrer? Parce qu'il y a un autre acteur majeur qui est la Chine également dans tous ces juges. Quelle carte a l'Europe? Quelle pourrait jouer comme carte? L'Europe a un rôle absolument majeur. D'abord parce que l'Europe a beaucoup de moyens financiers. Il ne faut pas oublier que la plus grande banque d'infrastructure du monde, c'est la BEI. La BEI est la plus grande banque du monde en matière d'infrastructure. Alors, elle se nomme, à mon avis, maladroitement aujourd'hui la Banque du climat. Mais le climat est un enjeu majeur, mais ce n'est pas le seul. Il faudrait qu'elle soit aussi la banque de la santé, de l'éducation, de tous les secteurs de l'économie de la vie. Mais c'est la plus grande banque d'infrastructure du monde. Donc c'est donc un acteur extrêmement important. Et c'est là, et on le voit aujourd'hui avec ce qui se joue entre le Parlement européen, la Commission, la Banque et les grands fonds d'investissement privés en Europe, que l'Europe a un rôle absolument déterminant à jouer dans l'avenir. Maintenant, les critères qui sont donnés, imposés par la BEI, on peut se poser des questions sur savoir s'ils sont les meilleurs possibles ou les plus légitimes. Je suis pour ma part partisan, dans certaines limites, du nucléaire civil. Bon, la BEI considère que le nucléaire civil est moins dangereux que le charbon. Bon, enfin, moins dangereux qu'une éolienne qui... finalement est alimentée par du charbon, ou des panneaux solaires qui sont produits avec du charbon en Chine pour être ensuite importés. Donc, c'est là aussi une dimension très importante, c'est que les indices dont les indices doivent tenir compte, c'est qu'il faut mesurer l'impact total en tenant compte de l'impact importé des produits qu'on utilise. Sinon, vous avez évidemment un impact dérisoire. Et c'est d'ailleurs une des choses qui pénalise les pays en développement, qui eux-mêmes n'ont pas cette possibilité-là. Donc il y a beaucoup de choses à faire. D'autre part, il y a un autre aspect qui est très important, peut-être Clarisse l'a dit dans les quelques minutes où j'ai dû m'absenter, mais dans l'indice de positivité des entreprises, depuis que nous l'avons commencé, nous avions l'habitude de mettre 0 aux entreprises qui ne publient pas certains indices. Vous ne publiez pas cet indice, on vous met 0. Ça a été un facteur extraordinaire d'accélération de la publication. Les entreprises étaient très choquées de voir que leur dans les pays de l'OCDE, en l'occurrence. Pardon? Dans les pays de l'OCDE, en l'occurrence. Non, dans les entreprises. Dans les entreprises, oui, absolument. Ouais. Et pour les pays, c'est pareil.
Et donc, si nous ne publions, si l'Institut ne publie que une exception près, que les pays de l'OCDE, c'est parce que les autres n'ont pas les mesures ou ne veulent pas les faire connaître. Et donc, il est très important pour vous, qui, pour beaucoup d'entre vous, représentez des pays émergents, de disposer de ces statistiques et de les faire connaître, même si elles sont mauvaises. Parce que ce qui compte, c'est l'amélioration. Et vous avez même, d'une certaine façon, intérêt à ce qu'elles soient mauvaises pour pouvoir ensuite créer les conditions de leur amélioration. Donc, n'hésitez pas à mettre beaucoup de moyens dans la limite de ceux dont vous disposez pour faire cette mesure de la gouvernance, pas facile, du social et des inégalités, pas facile, de l'impact écologique de ce que vous faites, pas facile. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais comptabilisé. Nous ne pouvons pas, l'Institut ne peut pas, et les autres organisations ne peuvent pas mesurer quelque chose qui n'est pas connu. C'est pas possible. Ou alors c'est fait en fraude, comme nous le faisons d'ailleurs parfois. Nous mesurons parfois avec l'Institut mesure à partir de données externes, de faisceaux d'indices qui viennent de l'extérieur. Mais personne n'est meilleur que les pays eux-mêmes. Donc voilà tout ce qui reste à faire pour que les pays émergents puissent avoir la meilleure part possible du gâteau, et en particulier des agences européennes dont je viens de parler. Juste une question, David, peut-être tu veux compléter. Non, juste une question sur l'enjeu de la data. Effectivement, il est fondamental et de la faire connaître, etc. Est-ce que dans ce sujet en particulier de la donnée, etc., est-ce que les pays africains, si on veut faire un petit focus sur les pays africains, ils ne sont pas désavantagés? L'Afrique, pas besoin de faire un dessin, tout le monde le sait. Hein. Moi, je cite souvent un seul chiffre que je vous demande dont je vous demande de vous souvenir, même si la plupart d'entre vous le connaissent. En 2050, 30% de la population de 4 continents sur 5 aura plus de 65 ans. Alors qu'en Afrique, moins de 5% de la population aura plus de 65 ans. Ça dit tout. Ça dit pourquoi il y aura à cette époque 2 milliards d'habitants en Afrique, pourquoi en 2100 il y en aura 4 milliards, ça dit pourquoi en 2050 il y aura plus d'habitants au Nigeria qu'aux États-Unis, ça dit tout. Donc les pays africains ont une chance inouïe avec cette jeunesse. Mais il n'y a rien de pire pour un pays que de devenir vieux avant de devenir riche. Or, c'est ça qui va arriver dans la deuxième partie du XXIe siècle aux pays africains. Il faut devenir riche avant de devenir vieux. C'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. Et ça passe par une chose avant tout. Dans les indices dont parlait Clarisse, la gouvernance. Si vous n'avez pas une bonne rule of law, ce sera le désastre. Exact. La gouvernance. Le reste vient avec. La rule of law impose la stabilité, la transparence et l'ensemble des autres paramètres qui vont avec. Donc l'Afrique est le continent de tous les avenirs possibles. Le match n'est pas joué. L'ensemble, le Nigeria a toute vocation à être avec l'Inde la première puissance de la fin du XXIe siècle, et les pays francophones, la Côte d'Ivoire en premier lieu, et puis ensuite la RDC quand elle sortira de son chaos. Toutes les choses se chance de réussir. Le Kenya, l'Éthiopie sont des fantastiques promesses. On en connaît d'autres, mais rule of law, rule of law, rule of law. Absolument. Excusez-moi, enfin, je me permets. Pardon. Je voudrais juste rajouter rule of law. Jacques dit rule of law. Il n'a pas dit démocratie. Il n'a pas dit une démocratie de telle sorte, un tel type de. En fait, rule of law, c'est quelque chose. C'est la base de la base de la base. C'est-à-dire qu'on a une gouvernance, on a des règles strictes. Il y a des tribunaux qui savent les appliquer. Que les jugements étrangers, les arbitrages sont appliqués dans le territoire. Tout ça, c'est le rule of law. Rule of law, c'est un concept général. Mais, évidemment, il faut l'adapter spécifiquement à chaque pays. On n'est pas en train d'imposer la rule of law française ou anglaise ou américaine. C'est pas du tout le propos. C'est important de le comprendre. Non, je t'en prie. Non, effectivement, elle est très importante. Non, puisqu'on est parti sur une réflexion, en fait. Donc, aujourd'hui, en fait, on accueille des cadres de la fonction publique africaine, en fait, qui sont à Paris. Je voudrais, en fait, puisque vous êtes allé sur ce terrain-là, je voudrais vous poser juste une question.
Où est la place de la France dans ces évolutions-là, en particulier en Afrique, avec la francophonie, etc. Moi, Clarisse a cité un rapport que le président de la République, François Hollande, m'a demandé, mais comme j'ai eu l'occasion de faire plein de rapports sur différents sujets, il y en a un autre que j'ai fait, auquel je suis très attaché, qui est un rapport que j'ai écrit sur la francophonie. Et je pense que pour la France, la francophonie est un atout majeur. Au rythme des populations dont nous parlons, en 2050, il pourrait y avoir 700 millions de francophones. Ou seulement 100 millions. Si nous n'y prenons pas garde, le français va disparaître. En plus que, contrairement à ce qu'on croit, les nouvelles technologies n'aident pas le français. Puisqu'ils permettent au contraire de faire des radios, des télévisions dans les langues les plus minoritaires. Et comme l'imprimerie a fait disparaître le latin, le digital peut faire disparaître l'anglais, le français de l'ensemble des pays dans lesquels il se trouve. Donc nous avons une chance qui est encore là. Moi, je rêve de ce que la France soit membre de deux ensembles aussi égaux l'un que l'autre et importants, qui sont l'Union européenne et une Union francophone. Union francophone économique, une Union francophone aussi politique, qui serait... la France a un rôle extrêmement important à jouer. Inutile de dire que pour l'instant, la France n'a jamais pris la francophonie très au sérieux, et c'est triste. Mais la France a évidemment encore un rôle extrêmement important à jouer sur tous les pays de sa tradition, mais aussi d'autres qui peuvent la rejoindre. Je pense qu'il y a quelque chose d'important, Karim, là-dessus, c'est l'union. Jacques a dit l'Union européenne et l'union des pays francophones. Voilà. Mais je dirais que dans le même esprit, pour que l'Afrique et les pays émergents puissent peser dans la détermination des indices, dans l'Union africaine, voilà. C'est l'union, parce que si tout le monde est fragmenté, on n'est pas unis. Ça ne veut pas dire lâcher son indépendance, lâcher sa spécificité, ça veut dire agir en concert, agir ensemble pour faire porter une voix qui pèse dans le concert international. C'est-à-dire que si chacun y va individuellement, on pèse, bien sûr, il y a un poids pour chaque pays, mais ce n'est pas le même. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans les instances internationales, c'est que, on va dire, les pays quote-unquote développés, on voit de plus en plus d'ailleurs les États-Unis, le Canada, l'Australie, les pays anglophones agir de concert, les UK aussi, agir de concert. On l'a vu récemment dans l'affaire des sous-marins. Donc il est très important d'avoir une certaine union. Union ne veut pas dire la négation de l'indépendance ni de l'autonomie. Ça veut dire agir pour un but commun, ensemble. Non, absolument. Et si on n'a pas ça, on ne pèse pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jacques. Mais... Non, tout à fait. Je crois effectivement ce socle en fait est important. La parole à la salle. Exactement, c'est ce que j'allais faire. Il nous reste 20 minutes. On prend les questions de la salle. Il m'en reste 7 pour ma part. Pardon, 10 minutes, pardon. Monsieur le ministre. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante. Je voudrais juste, qui questionne d'ailleurs les modèles économiques, tous nos modèles économiques, et je pense qu'en ce sens, l'Institut de l'économie positive a été un précurseur en essayant d'imaginer donc un indice qui puisse prendre en compte les différents défis auxquels aujourd'hui sont soumis nos économies de manière générale. Moi, je voudrais juste attirer l'attention sur cette on va dire, course à la modélisation de nos vies, finalement. Et cette multiplicité des modèles, pas des modèles, mais des indices que nous avons, qui peut parfois générer, on va dire, une course plus pour être conforme avec ces modèles-là. Et vous avez parlé tout à l'heure de la qualité des données au niveau de nos pays, qui fait que parfois on veut bien, et on a des expériences malheureuses. Doing Business, la dernière fois, on a vu ce que ça a donné. Est-ce que finalement, on ne va pas être piégé pour dire on va se conformer à ça, sans pour autant que ça ne se reflète sur la réalité de nos économies? Et vous avez tout à fait dit que c'est une chance aujourd'hui pour l'Afrique que d'avoir des modèles qui sont plus pérennes, qui sont plus soutenables. Nous avons ce potentiel démographique dont vous avez parlé. Nous avons ce potentiel économique aujourd'hui avec les ressources naturelles que nous avons. C'est peut-être l'occasion, effectivement, d'épouser des modèles qui sont plus viables, mais soyons vigilants, parce qu'il y en a tellement que finalement, à quoi se conformer et comment faire finalement dans un pays où nous avons encore
dans des pays où nous avons encore beaucoup de déficits en matière de capacité, d'expertise, etc. Voilà. Vous avez raison, Monsieur le Ministre. C'est un sujet qui est valable même pour les grandes entreprises occidentales qui sont noyées de demandes de reporting massif. Bon, c'est comme ça. C'est la condition du financement. Il faut vous y faire. C'est comme ça. C'est là où le groupement, pour vos points de vue dans la façon dont sont établis ces paramètres soient pris en compte. Je disais tout à l'heure qu'ils ont une dimension idéologique. On pourrait y rentrer en détail et voir que très souvent l'idéologie s'y trouve. Mais c'est là où il est très important que vous pesiez. L'Institut, je pense que Clarisse vous le dira, est à votre disposition pour vous aider à la fois à créer les conditions de ces indices, mais aussi faire en sorte qu'ils soient les mieux adaptés possibles à exprimer votre potentiel. Je pense que ça, c'est un point très important et on l'avait pas mal discuté d'ailleurs dans le groupe de travail avec Clarisse. C'est que pour les pays émergents, notre idée, évidemment, c'est de travailler avec les pays. Autant pour les pays OCDE, on peut prendre des données statistiques connues, publiées, et Jacques a raison, c'est une multiplicité de demandes, mais bon, c'est relativement normalisé. Autant pour les pays émergents, c'est encore du ad hoc. Il faut standardiser les critères, mais ce qu'on met derrière, ça sera de manière beaucoup plus spécifique pays par pays, en fait. Donc, l'idée, c'est évidemment de travailler avec vous pour façonner quelque chose. Il vaut mieux participer à l'élaboration, pardon, j'ai du mal à parler, je parle trop de langue en ce moment, l'élaboration de l'indice vous-même, c'est-à-dire avoir du input, que de subir quelque chose. Et c'est ça un peu l'idée. De toute manière, ça va exister. Donc, il vaut mieux participer, en fait. C'est ça le... Merci, Monsieur le Ministre. On va prendre pour ma part, questions. ce sera la dernière question. Je devrais vous quitter avant la fin, dans 3 minutes, malheureusement. Bonjour. Merci de votre exposé, très enrichissant. Je me pose 2 questions. Quelle est la différence entre l'économie positive et l'économie normative? Pourquoi dit-on que l'économie est une science normative? Je ne sais pas ce que c'est que l'économie normative. C'est la première fois que j'entends ce mot-là, donc je ne peux pas répondre. Mais donc je n'ai rien à dire. C'est quoi l'économie normative? L'économie normative, c'est l'économie notamment pour l'organisation économique elle-même. Et les objectifs et la politique publique devraient être quelque chose qui crée les modèles, les concepts, etc. L'économie, par définition, c'est la science de la rareté. Donc, par définition, c'est la science des contraintes. Et la tentative d'échapper à ces contraintes. Donc, vous ne pouvez pas imaginer qu'une science qui est fondée sur la meilleure façon de gérer la rareté ne soit pas une science de normes. Par définition, elle ne peut pas ne pas l'être, puisqu'il s'agit justement de gérer au mieux la rareté. Ce que fait l'économie positive, c'est de faire prendre en compte d'autres raretés que la simple rareté de l'argent, qui est le cœur de l'économie traditionnelle, mais la rareté de la nature, la rareté de la souffrance, la rareté des enfants, la rareté des femmes, la rareté des talents, et qui sont aussi précieux et plus encore que la finance. Donc des normes, oui, mais pas seulement celles de l'économie. C'est ça la différence entre l'économie positive et l'économie traditionnelle. Je vous remercie, je vous laisse continuer avec... Merci, Monsieur Attali. Je vous demande d'applaudir Monsieur Attali qui nous a fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Et on passe à la session santé. Et je vous propose en fait qu'on passe immédiatement. Sauf s'il y a d'autres questions, effectivement, on est preneurs. 5 minutes. Parce que, en fait, donc, je reprends les présentations, que ce soit Clarisse et David. David intervient, en fait, accompagne plusieurs pays, plusieurs États dans la gestion de la dette, la structuration de la dette des États. Donc, voilà, en fait, de plusieurs pays, de continents très différents. Voilà, on peut poursuivre la discussion. Alors moi, j'ai une question que Clarisse pourrait peut-être répondre. Tout à l'heure, dans votre diapositive, vous avez présenté plusieurs environnements d'ailleurs complexes qui s'interconnectent. On a le social, on a l'économique, on a le financier. Est-ce qu'aujourd'hui, on a prévu un poids à donner à chacun?
Aujourd'hui, je viens par exemple d'un pays là où le développement durable, ça nous connaît, puisqu'on n'a pas beaucoup de richesses, et donc on a toujours fait de telle sorte à ce qu'on vive avec ce qu'on a. Et par contre, on a beaucoup de chemin à faire sur le social, sur la corruption et sur plusieurs choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des poids quand on va noter? Merci. Prends à côté, peut-être. Prends à côté, je pense qu'il ne marche pas le tien. Ah non, pardon. Ah, voilà, c'est ça. Oui, alors merci beaucoup pour cette question. Alors actuellement, on n'accorde pas un poids différent aux différentes dimensions. Il y a beaucoup d'indices, en effet, qui accordent davantage d'importance à la dimension environnementale, puisque quand on a commencé à parler de développement durable, il y a maintenant une vingtaine d'années, c'était vraiment la dimension environnementale qui était prépondérante, et on avait tendance à balayer les enjeux sociaux. Et aujourd'hui, c'est vraiment un parti pris de la méthodologie de l'indice de positivité, d'accorder autant d'importance aux enjeux sociaux qui sont essentiels à la positivité qu'aux enjeux environnementaux. Et Jacques Attali l'a dit tout à l'heure, évidemment, tout part aussi de la gouvernance. Tout part de là, et c'est de là que découlent aussi les performances sur environnementales, les performances sociales, la gestion de ces différents enjeux. Pour le moment, on n'a pas pondéré, en fait. Oui. C'est ça. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, bonjour. J'avais juste une question, s'il vous plaît. Dans votre indice de positivité, où placez-vous l'IA, l'intelligence artificielle, notamment pour les pays émergents? Parce que dans la présentation, en aucun moment, j'ai vu un endroit où vous parlez de l'IA, parce qu'on change complètement de paradigme dans notre approche économique. Merci. Et si je peux rajouter juste un petit complément, au-delà de l'IA, en fait, comment est-ce qu'on intègre le digital, en fait, cette transformation, en fait, cette économie digitale qui est en train de naître? Parce que quand on regarde, en fait, au sortir de cette crise, on a, en fait, le monde de demain sera un monde digitalisé. Déjà. Les entreprises qui sont arrêtées, ce sont celles qui ne sont pas digitalisées, effectivement, qui est l'autre pilier majeur. Merci beaucoup aussi également pour votre question. Donc, l'enjeu de la digitalisation, je dirais qu'il est transverse aux différents enjeux qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on regarde la digitalisation dans le système éducatif. Comment est-ce que c'est intégré dans ce système-là? On va aussi regarder la digitalisation qui est faite, l'emploi des systèmes numériques et digitaux par exemple dans l'industrie ou dans les infrastructures. Donc c'est vrai que c'est pas une dimension à part entière, mais on retrouve cet enjeu de digitalisation dans chacune des dimensions. Mais il n'y a pas de prise en compte d'un facteur spécifiquement AI pour le moment. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait regarder, de faire quelque chose de spécifique pour le côté digitalisation du pays ou de l'économie ou de la société. C'est une très bonne remarque. Tout à fait. On va prendre une dernière question. On n'a plus que 2 minutes. Oui, bonjour. J'avais une question sur les objectifs du développement durable de l'ONU qui introduisent une certaine dynamique sur le seul volet environnemental, qui sont un peu plus récents que l'indice de positivité de 2015. Est-ce que vous avez essayé, puisqu'il y a toute difficulté d'imposer ces ODD, ces 17 ODD, est-ce que vous avez commencé à ponter ces indices par rapport à la dynamique des objectifs de développement durable? Alors oui, bien sûr, on a regardé évidemment les objectifs de développement durable lorsqu'on a construit cet indice de positivité. Et là encore, l'idée, c'était de choisir des indicateurs qui permettraient de mesurer. En fait, ça donne plutôt un cadre de mesure pour mesurer l'atteinte de ces objectifs. Donc les objectifs, les 17 ODD, ce sont les goals, et nos indicateurs permettent de mesurer en fait le chemin qui reste à faire pour atteindre ces objectifs-là. Mais ce sont encore là deux cadres de mesures différents, et l'indice de positivité n'a pas du tout vocation à remplacer les objectifs de développement durable. C'est vraiment une approche complémentaire.
C'est juste pour revenir donc rapidement sur la question. C'est effectivement ce que dit Clarisse. On n'essaie pas de remplacer les Nations Unies ou d'autres institutions internationales qui mesurent des facteurs sociaux, économiques, etc. des pays et des pays émergents. Ce qu'on essaie de faire, c'est quelque chose pour inciter le changement positif dans les pays, pour donner aux décideurs une mesure autonome, transparente, pour pouvoir mesurer le progrès, déjà de faire la photo et de mesurer le progrès, parce que l'idée c'est de le faire quand même chaque année et de manière périodique, et évidemment de donner aussi au monde financier la possibilité de choisir dans quelle économie, dans quel pays investir, dans quel secteur, en fonction de ces indices. C'est vraiment quelque chose de très pragmatique qu'on essaie de faire. Hein. C'est vraiment ça. Juste pour résumer. Juste une toute petite question, en fait. On a beaucoup parlé aujourd'hui du G20, et donc on a un représentant d'une structure qui gravite autour du G20, qui est Source, Christophe. Merci Karim, je vais faire très rapidement. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de méthodologies qui sont développées, des indicateurs, notamment les G20 Quality Infrastructure Indicators, mais qui ne sont pas forcément appliqués par les pays. Quelle est votre stratégie justement pour que votre méthodologie soit justement appliquée dans les projets, pour être sûr que les indicateurs soient mesurés et donc on puisse voir comment les projets performent par rapport à votre méthodologie? Et c'est surtout cette stratégie de dissémination. Merci. Je vais juste dire, après je te passe très rapidement la parole. En fait, nous, c'est pas par projet, c'est vraiment par pays ou par région. En fait, on a une approche territoriale pour le moment. Donc je te passe la parole parce que, vas-y. Oui, c'est ça, c'est une approche territoriale. Et comme le disait Jacques Attali, l'idée c'est d'encourager les pays à suivre ces indicateurs. Alors bien sûr, il y a des spécificités propres à chaque pays, mais voilà, il y a des enjeux qu'il est indispensable, où il est indispensable de pouvoir mesurer son impact, justement pour aller dans cette direction d'économie positive. Et l'idée c'est d'encourager les pays qui ne le font pas encore à suivre leurs impacts, à suivre ces indicateurs de façon à pouvoir améliorer leur impact sur le long terme. C'est un exercice en effet qui est périodique et on accompagne les pays dans cette transition. Donc c'est pas juste simplement une photo à l'instant T, c'est vraiment un accompagnement dans la durée pour les aider à progresser sur le long terme. C'est plus un public policy tool en fait pour le pays ou pour la région en question qu'un indicateur spécifique d'une infrastructure ou d'une catégorie d'infra. C'est un peu différent, mais c'est complémentaire. Hein. A priori. Merci Clarisse Massé, merci David Sayed. Je vous demande d'applaudir pour ce brillant exposé.